Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. 8h13, très bon réveil à tous sur Sud Radio. L'invité du petit déjeuner politique, c'est Manuel Bompard, eurodéputé, candidat à NUP aux législatives dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J-6 avant les législatives. On va bien sûr largement en parler jusqu'à 8h30 sur la forme avec les attaques par médias interposées entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Puis sur le fond avec notamment la réforme des retraites voulue par le président. Mais d'abord l'intérêt porté par les Français à ces élections législatives. La plupart des sondages tablent sur une abstention record dimanche prochain pour le second tour. À qui la faute selon vous? Sans doute un petit peu à tout le monde, mais c'est clair il n'y a pas de volonté manifestement, notamment de la part du pouvoir en place, de rappeler, de faire de cette élection une élection avec un enjeu important, alors que c'est tout l'inverse. La vérité, c'est que du résultat des élections législatives va dépendre la composition du gouvernement. Du résultat des élections législatives va dépendre donc la politique qui est mise en place dans notre pays pendant 5 ans. La Constitution, elle est très claire sur le sujet. C'est l'article 20 de la Constitution qui dit c'est le gouvernement qui dirige la politique de la nation. Et donc, si certains qui nous écoutent là hésitent d'aller voter, je leur dis non. Y compris si vous avez été déçus du résultat de l'élection présidentielle, c'est maintenant que ça se passe. Si vous votez pour une majorité de députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vous aurez un gouvernement de la nouvelle Union populaire, vous aurez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et vous aurez le programme qui a été défendu par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, le programme que l'on défend dans l'élection législative, qui s'appliquera. Donc c'est sans doute les élections les plus importantes de l'année. Donc il faut se déplacer, il faut aller voter. Vous avez été jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron enjambe d'une certaine façon ces législatives. Pour quelles raisons selon vous? C'est une attaque quand même assez forte. Parce que j'ai lu les coupures de presse dans lesquelles il indique que tous les sujets qui sont des sujets potentiellement explosifs, comme on dit, en tout cas des sujets qui créeraient du débat, il cherche à les mettre un petit peu de côté. Je pense notamment au report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. J'ai lu dans la presse qui disait il en a parlé un petit peu récemment. Il dit entrée en vigueur prévue pour 2023. J'ai vu qu'il en avait parlé récemment, mais manifestement il a dit, en tout cas c'était documenté dans la presse, que sur ce type de sujet il valait mieux pas trop en parler parce que ça pouvait être des sujets qui permettaient à l'opposition de s'exprimer. Or normalement une élection législative comme celle-ci, elle doit permettre de trancher entre les différents projets de société. Donc je profite de ce micro pour dire, si vous voulez la retraite à 65 ans, c'est effectivement pour les candidats de monsieur Macron qu'il faut voter. Mais si vous voulez pour la retraite à 60 ans, c'est pour les candidats de la nouvelle Union populaire. Si vous voulez que le SMIC reste au montant auquel il est aujourd'hui, il faut voter pour les candidats de monsieur Macron. Mais si vous voulez le SMIC à 1500 €, c'est pour les candidats de la nouvelle Union populaire qu'il faut voter, etc., etc. Il y a dans cette élection la possibilité de faire un choix entre différents projets de société, et le projet que nous portons, c'est celui que j'essaye de décrire ce matin. En tout cas, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ne se mobilise pas. Il était présent sur le terrain tout de même pour ces législatives, du côté de Cherbourg mardi, du côté de Marseille, chez vous. Là, je crois de ce que j'ai compris, il panique un peu là dans la dernière ligne droite, parce qu'il se rend compte que ce qu'il traitait un peu avec mépris au début, je me rappelle des éléments de langage, c'était de toute façon l'élection législative, ça sert à donner une majorité au président de la République. Mais si c'était le cas, et le mieux c'est de supprimer l'élection législative. Non, l'élection législative, ça sert pas à ça. L'élection législative, ça sert à décider qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale, à décider quelle est l'orientation politique qui va s'appliquer dans ce pays. Et donc M. Macron se rend compte que oui, il y a une possibilité pour que la nouvelle Union populaire ait une majorité à l'Assemblée nationale, et il réagit, mais à mon avis il réagit trop tardivement. Alors les sondages sont plutôt bons, c'est vrai pour la NUP, mais vous êtes encore loin d'une possibilité de majorité absolue. Alors ça reste des sondages au niveau national, bien évidemment, et pas au niveau local, c'est important de le rappeler. Mais bon, vous y croyez quand même fort, une majorité absolue, malgré entre guillemets ces sondages-là? Moi j'y crois fort, et je vais vous dire une raison simple, y compris d'un point de vue mathématique chiffré. Aux élections législatives de 2017, La République En Marche a fait à peu près 28% des voix au premier tour, et elle a eu plus de 53% des députés au second tour. Or, aujourd'hui, les sondages nous donnent en tête, vous l'avez dit, et parfois près de 30% des voix au premier tour de l'élection législative. Donc c'est mathématiquement tout à fait possible qu'une majorité de députés de la nouvelle Union populaire soit élue. Mais ça dépend d'une chose, ça dépend de la mobilisation, notamment des électrices et des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo à l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils se redéplacent
pour voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire. Si c'est le cas, on peut avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous parliez de 2017, je faisais les comptes, à 64 députés sur l'ensemble de la gauche. 2017, tablé sur 288 au moins députés à gauche pour avoir la majorité à l'Assemblée, ça fait quand même une sacrée hausse là en 5 ans. Eh bah oui, mais pourquoi pas. Enfin, c'est pas l'élection de 2017 qui va déterminer la composition de l'Assemblée nationale de 2022. Mais on sait que sur les élections locales, l'ancrage aussi et les députés sortants. Je crois que c'est essentiellement. Je crois que les élections législatives sont essentiellement des élections de dynamique nationale. La preuve d'ailleurs en 2017, puisqu'on parle de 2017, un certain nombre de députés ont été élus, notamment sous l'étiquette d'Emmanuel Macron. Ils n'avaient aucun ancrage local. Donc je pense que le sujet central, c'est de savoir si les Françaises et les Français s'emparent de l'enjeu de cette élection et si ils se mobilisent pour donner une majorité qui va permettre de changer leur vie. Changer leur vie, ça veut dire augmenter les salaires, ça veut dire bloquer les prix, ça veut dire faire la transition écologique. Tout ce que Emmanuel Macron n'a pas fait depuis 5 ans. Alors moi, j'entends qu'en campagne électorale, maintenant, on nous fait des promesses, on nous dit que ça va changer, que monsieur Guérini nous dit qu'il va dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Bah, il est gelé depuis plusieurs années. En tout cas, il n'a pas été dégelé dans les 5 dernières années. Que madame de Montchalin nous dit qu'elle va faire la transition écologique. Bah, pourquoi ils l'ont pas fait dans les 5 années précédentes? Donc, les campagnes, les promesses en campagne électorale, je m'en méfie. On va revenir aussi sur donc, ces. Si on veut faire ça, le plus simple, c'est une majorité pour la nouvelle Union populaire. Là, ça sera fait. Vous estimiez hier, vous parliez de 500 circonscriptions, près de 500, où vous estimez que la NUP peut accéder au second tour. À partir de là, vous pensez pouvoir décrocher combien de sièges? C'est quoi l'objectif? Bah, l'objectif, c'est la majorité. C'est davantage que les 289 qui permettent d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Ouais. Et oui, je pense que si au deuxième tour, dans la quasi-totalité, ou en tout cas la grande majorité des circonscriptions, il y a un duel qui oppose les candidats de la majorité et les candidats de la majorité présidentielle, les macronistes et les candidats de la nouvelle Union populaire, alors le deuxième tour va changer de nature. Et ça sera cet affrontement. Et dans cet affrontement, je pense effectivement qu'on peut l'emporter. Il peut y avoir des face-à-face aussi entre la NUP et le RN, le Rassemblement National, ou alors entre les macronistes et le Rassemblement National. Vous dites pas une voix à l'extrême droite, on va y revenir, mais ce que vous demandez aussi, c'est du côté du camp macroniste d'être plus clair, éventuellement, s'il y a un tel second tour, à ne pas voter, ou en tout cas à ne pas voter pour l'extrême droite. C'est eux qui répondront à cette question. J'observe juste que vous attendez. Entre les 2 tours de l'élection présidentielle, on est venu nous chercher des noises en nous disant mais qu'est-ce que vous allez faire au deuxième tour? Et ben comme cette situation va maintenant se présenter à d'autres, à M. Macron, mais aussi à Mme Le Pen. J'attends de voir ce qu'ils vont faire dans les seconds tours, dans lesquels ils ne sont pas qualifiés. Quant à Mme Le Pen elle-même, clairement, dans cette élection, elle a abandonné ses électeurs. Elle a commencé en disant oui, de toute façon, Emmanuel Macron, il aura une majorité à l'Assemblée nationale. Mais dans ce cas-là, il valait mieux qu'elle ne présente pas de candidat. Ce serait plus simple. Donc franchement, on avait raison quand on disait que choisir Mme Le Pen pour battre Emmanuel Macron, c'était un bien mauvais choix. Ben, je pense qu'on en a la démonstration aujourd'hui. Manuel Bompard, malgré la forte abstention, on en parlait prévu dans les sondages, on sent une certaine tension dans cette campagne. On l'a vu ce week-end avec Jean-Michel Blanquer insulté, entarté. Marine Le Pen, qui elle a été visée par un G2. Vous trouvez ça inquiétant? En tout cas, c'est pas des méthodes que j'approuve. Vous savez, dans une élection, c'est un rendez-vous démocratique. Si vous êtes très en colère contre ceux qui nous dirigent ou très en colère contre l'extrême droite, vous avez le droit d'être en colère. Mais la meilleure manière de le résoudre, la meilleure gifle que vous pouvez leur mettre, c'est la gifle qui utilise le bulletin de vote. Vous prenez le bulletin de vote et si vous êtes en colère, vous le mettez un peu vigoureusement dans l'urne. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un affrontement entre des différentes propositions. Voilà. Si, bien sûr, c'est une des violences que je condamne et que je réprouve totalement. Vous savez, dans une élection législative, le plus simple, c'est le débat démocratique, le vote. On a la possibilité de s'exprimer. C'est cet outil-là qu'il faut utiliser pour régler ce type de problème et même parfois pour exprimer sa colère. Quelques mots sur Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des législatives. On l'a appris hier, l'ancien ministre socialiste qui était candidat macroniste dans la circonscription des Français de l'étranger, notamment en Espagne et du côté de l'Andorre. Premier tour qui se tenait hier. Que pensez de ce résultat? Bon, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que Manuel Valls a fait beaucoup de mal à notre pays, beaucoup de mal à la gauche en particulier. Mais vous savez, j'ai pas envie de focaliser sur le cas particulier de Manuel Valls. Ce que j'observe, c'est qu'il y avait 11 résultats hier des élections chez les Français basés à l'étranger, et dans 10 de ces 11 circonscriptions, le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale est qualifié au second tour. Il y avait que 5 candidats représentant la gauche au deuxième tour en 2017. Donc c'est bien la preuve que tout ce que j'essaye de vous Après, sur cette circonscription dont on parle, oui. Ça risque d'être compliqué puisque le dissident LREM est deuxième juste derrière votre candidat. Manuel Valls s'appelle à voter pour lui. C'est pas gagné. Non, rien n'est gagné. Mais vous savez, il n'y a aucune élection qui est gagnée par avance. Mais déjà, le fait qu'on soit présent
présent au deuxième tour dans 10 circonscriptions sur 11, alors que c'était pas le cas la dernière fois, démontre l'existence d'une dynamique autour des candidats soutenus par la nouvelle Union populaire. Et donc ça, c'est positif pour l'élection du premier tour, puisqu'on le rappelle, le premier tour des élections législatives, à part pour les Français de l'étranger, c'est ce dimanche 12 juin, et c'est positif pour le deuxième tour qui va avoir lieu le 19 juin. Juste pour conclure avec Manuel Valls, il est temps qu'il arrête la politique. Bon, vous savez, chacun il y a eu des moments chacun fait ce qu'il veut, mais là, il y a eu des mots quand même très forts. Adrien Quatennens, chez vous, la France Insoumise, qui est avec ce tweet bon débarras. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Après, Manuel Valls, il fait ce qu'il veut. Mais là, c'est vrai que ça commence à faire quelques défaites. En tout cas, dans cette élection, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se rendent coup pour coup, par médias interposés. Tant mieux pour vous, ça vous permet au final d'être sur le devant de la scène, non ? Oui, enfin, vous savez, dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs, et on le fait argument contre argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République, franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas. Bah, si, bonhomme, tu vas le nommer. Pourquoi vous le nommerez ? Pour quelle raison ? Pour une raison simple, c'est que la formation politique ou l'alliance politique qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale doit, c'est de coutume républicaine que ça soit la personne qui a été désignée par cette alliance. C'est pas une obligation constitutionnelle, c'est une coutume. Ce qui est une obligation constitutionnelle, c'est qu'ensuite le Premier ministre doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et pour avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale, il faut nommer Premier ministre la personne qui a été choisie par l'alliance politique qui a la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Mais il pourrait décider de nommer à ce moment-là, si la NUP a la majorité absolue, il pourrait décider de nommer quelqu'un d'autre à la NUP. À ce moment-là, vous faites quoi ? Mais ça serait une provocation et ce serait ne pas respecter le résultat de l'élection législative. Ce serait contraire d'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit, à toutes les traditions historiques. Quand François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre, il le fait parce que Jacques Chirac est le chef de l'opposition. Quand Jacques Chirac lui-même, à son tour, nomme Lionel Jospin Premier ministre en 1997, il le fait parce que Lionel Jospin a été désigné par la gauche plurielle à l'époque. Donc je pense que Emmanuel Macron, en faisant ça, laisse entendre qu'il pourrait ne pas nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Notamment à ces législatives. Donc comment dire qu'on a gagné une élection quand on n'est pas candidat ? C'est son argument. J'entends, mais j'observe que quand il a nommé M. Castex n'était pas député, et pourtant il l'a nommé Premier ministre. Et quand il a nommé Mme Borne, elle n'était pas députée. Maintenant elle se présente, mais elle n'était pas députée. Elle risque, si elle perd son élection, il n'y a jamais, Premier ministre, dans l'histoire, à aucun moment, il y a une obligation d'être député pour être désigné Premier ministre. Et donc, c'est les Françaises et les Français qui vont choisir qui est le futur Premier ministre. Et s'ils veulent que Jean-Luc Mélenchon soit le futur Premier ministre, ils votent pour les députés de la nouvelle Union populaire. Pour ça, pour pas se tromper de bulletin, c'est simple. C'est le bulletin avec le V de la victoire. Je le dis parce que les gens parfois peuvent se tromper. Avec la photo de Jean-Luc Mélenchon aussi. Non, c'est ça, vous n'avez pas le droit. Vous savez, dans une élection, sur le bulletin de vote, il doit y avoir que le nom ou la photo du candidat présent et se présentant sur la circonscription. Et donc, si vous voulez voter pour Mélenchon Premier ministre, vous votez pour les candidats avec le V. Si Emmanuel Macron décide de nommer quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que vous voterez pas la confiance à cette personne-là ? On verra ce qu'on fera, mais oui, clairement. Mais de toute façon, vous verrez, il le fera pas, parce que Emmanuel Macron, il ne pourra pas se payer le luxe d'une forme d'humiliation, parce qu'il déciderait de choisir telle personne et que cette personne finalement n'aurait pas la confiance à l'Assemblée nationale. Donc c'est un très mauvais argument. Mais c'est pas le seul. J'ai entendu que il s'attaquait à la crédibilité économique de notre programme. Emmanuel Macron. Il dit notamment le mot taxation qui reviendrait à 20 reprises dans votre programme, le mot interdiction cité 30 fois. Et c'est un argument ça, parce que il y a des choses qu'il faut interdire, c'est vrai, et puis il y a des choses qu'il faut taxer, c'est vrai, et puis il y a aussi des choses qu'il faut pas taxer. Bon, écoutez, franchement, tout ça c'est pas sérieux. Mais s'il veut parler de la crédibilité économique de notre programme, pas de problème, on en débat quand ils veulent. Mais le problème, c'est que pour l'instant, à chaque fois qu'on fait des propositions de débat, y compris avec les économistes de la Macronie, ils se défilent, ils fuient. Pour une raison simple, c'est que Emmanuel Macron, lui aussi, doit faire la démonstration de la crédibilité économique de son programme. Il a écrit par courrier à la Commission européenne, je vais revenir sous la règle des 3% de déficit. Ça veut dire qu'il va faire 80 milliards d'euros d'économie. Alors moi, je pose la question, où il va faire ces 80 milliards d'euros d'économie ? Combien de lits d'hôpitaux il va supprimer? Combien de postes d'enseignants il va supprimer? Ce serait bien qu'il réponde à cette question s'il veut qu'on parle de la crédibilité économique des programmes. On peut parler de la nôtre, il est chiffré notre programme. J'aimerais bien qu'il parle de la retraite à 60 ans que vous défendez, vous dites c'est viable économiquement et on a les financements pour le mettre en place. C'est viable économiquement, c'est financé, ça coûte entre 60 et 80 milliards d'euros. On le finance par une partie due à l'augmentation des salaires,
puisque quand on augmente les salaires, forcément ça génère des cotisations pour les retraites, des cotisations supplémentaires, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, par l'introduction d'une surcotisation sur les plus hauts revenus et par une très légère augmentation des cotisations à la retraite, on peut financer la retraite à 60 ans pour tout le monde. Vous savez, il y a 25% des plus pauvres dans ce pays qui meurent avant 62 ans. Alors moi je veux bien que vous allez leur expliquer qu'ils vont bosser jusqu'à 65 ans, mais c'est pas raisonnable. Concernant le Conseil national de refondation qu'Emmanuel Macron veut lancer après les législatives, ça vous fait sourire déjà? C'est un je trouve d'abord c'est un gadget. C'est un conseil qui sera notamment composé de citoyens tirés au sort, pour le préciser à nos éditeurs de Sud Radio qui nous écoutent, qui devrait servir à lancer un certain nombre de grandes réformes à venir. C'est un gadget pour vous, c'est ça? Non seulement c'est un gadget, mais si c'était qu'un gadget, à la limite ce serait pas très grave, mais c'est quelque chose qui a vocation à se substituer à l'Assemblée nationale. L'endroit où on vote les lois, l'endroit où on lance des grands projets, l'endroit où on détermine les orientations politiques de la nation, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas un conseil inventé et à la main du président de la République. Donc pour ça, il faut voter dimanche. Et on a l'expérience quand même dans la mandature précédente. Il avait désigné, nommé une convention citoyenne pour le climat. Il nous avait dit on reprendra tout sans filtre. Puis après, il nous aurait dit non, on aura 2 ou 3 jokers. Finalement, il y a eu 75 à 80% de jokers. Donc c'est encore un nouvel exercice d'enfumage démocratique. Non, la démocratie représentative, ça passe par bien sûr des droits pour les citoyens, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est ce qu'on défend dans le programme, mais ça passe par l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez décider des grandes orientations politiques du pays, vous votez pour les députés qui défendent les grandes orientations qui sont aussi celles que vous pensez les plus justes pour notre pays. Il y a un clin d'œil en tout cas à ce Conseil national de la refondation, forcément au Conseil national de la résistance. Vous en pensez quoi de ce clin d'œil historique? Je pense que le Conseil national de la résistance, vous savez, c'est la sécurité sociale, c'est les grands projets. C'est des orientations qui sont quand même très éloignées des orientations politiques que met en place Emmanuel Macron dans ce pays depuis 5 ans. Donc ça sert à rien de chercher à usurper l'histoire pour faire une politique totalement inverse. Si vous voulez un programme franchement qui ressemble à l'esprit du Conseil national de la résistance, vaut mieux voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Un mot concernant le chèque alimentaire Emmanuel Macron, qui reste assez flou quand même sur ce chèque alimentaire. Il évoque un chèque versé en une fois sans en préciser le montant, la date ou le public concerné. Vous avez l'impression que ça va faire pchit? En fait, là il y a un vrai débat de société, c'est-à-dire que Emmanuel Macron défend sur tous les sujets des chèques, dont on sait que on se rappelle du chèque carburant, ça permet à peine de financer un plein, même pas maintenant parfois vu l'explosion des prix du carburant. Et donc sa vision de la société, c'est de distribuer quelques chèques, de donner de l'argent public pour faire face aux problèmes liés à la spéculation du marché, aux prix qui s'envolent. Et nous, on a une philosophie de ce point de vue-là tout à fait différente. On dit qu'il faut bloquer les prix du carburant, les prix sur les produits de première nécessité, y compris les produits alimentaires, parce qu'il n'est pas normal que c'est l'argent public qui serve à compenser les effets de la spéculation qui profite à quelques acteurs privés. Donc le sujet, c'est pas de gaspiller l'argent de l'État pour compenser ou pour financer indirectement les dividendes des grandes entreprises et des multinationales, c'est de bloquer les prix pour mettre à contribution ces multinationales. Total, les distributeurs, la grande distribution qui aujourd'hui s'en mettent plein les poches. C'est pas possible de continuer comme ça. Donc c'est là qu'il faut agir, par le blocage des prix, et c'est ce que l'on défend dans cette campagne des élections législatives. 2 derniers sujets importants tout de même, Emmanuel Bompard, la polémique après le soutien affiché de Jérémy Corbyn à vos candidats Daniel Obono et Daniel Simonet, l'ancien patron de la gauche anglaise, pour faire court, qui avait été suspendu de son groupe parlementaire accusé de laxisme face à l'antisémitisme. Ça fait pas un peu mauvais genre ça quand même? Il y a aucune. Moi, je crois pas aux attaques qui ont été menées contre Jérémy Corbyn, qui n'a jamais, sauf preuve du contraire, et heureusement, eu de propos ou d'actes antisémites. Pas du tout. Il a été l'objet d'une campagne de dénigrement, mais qui ne s'appuie sur aucun élément réel. Donc, vous savez, moi, j'ai juste cette chose-là à dire. La France insoumise. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle est totalement mobilisée contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, et on continuera à mener cette bataille dans la mandature qui vient. Il n'y a pas de place chez nous pour les idées qui sont les idées de rejet d'une personne en raison de sa confession religieuse, en raison de sa couleur de peau. On est sans doute le seul mouvement, le mouvement le plus engagé sur ces questions d'ailleurs, et on continuera à mener cette bataille. Autre sujet important, c'est ce placement en garde à vue de 3 policiers qui ont tiré sur les occupants d'une voiture qui refusait d'obtempérer samedi à Paris. La passagère touchée à la tête est décédée hier. Jean-Luc Mélenchon affirme sur Twitter que la police tue. C'est pas dangereux comme accusation. Est-ce qu'on généralise pas un peu trop justement là-dessus? Mais c'est pas parce qu'on dit que dans cette circonstance-là,
malheureusement, et j'en profite pour avoir une pensée pour les proches de cette personne, qu'on dit que l'ensemble des policiers tuent. Il faut pas, à chaque fois, sur ces la sujets-là, police tue quand même, c'est les mots qui utilisent. en l'occurrence, la police tue. Les personnes qui ont malheureusement fait cet acte l'ont fait en étant identifiées comme étant policiers. Donc, il faut qu'on puisse débattre de ces sujets sans forcément tout de suite être dans la caricature. Quand nous on dit il faut rénover, avoir une refonte assez générale de la police dans ce pays parce qu'elle est mal employée, mal utilisée, on nous dit vous êtes anti-policier ou anti-flic. Mais non, c'est justement parce qu'on n'est pas anti-policier ou anti-flic qu'on pense qu'il faut faire attention à ce que la police puisse exercer la mission qui est la sienne dans de meilleures conditions que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on dénonce des actes, des bavures, des actes de violence policière de telle ou telle personne que pour autant on n'est pas capable de dire que quand un policier fait bien son travail, il doit être soutenu. Donc il faut être en capacité d'avoir un débat qui soit un peu sérieux sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à faire, y compris dans la réforme générale qu'il faut mettre en place au sein de la police. Bien sûr, il y a des problèmes d'effectifs, de moyens, de délabrement, notamment des commissariats, mais il y a aussi la question des doctrines qui sont utilisées, de l'organisation de la police, et c'est aussi ce que nous ferons si nous gagnons ces élections. Merci Manuel Bompard, eurodéputé candidat NUP aux législatives, 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.